Vous avez été trompé. Dès le premier jour où vous avez ouvert un manuel d'histoire à l'école et jusqu'à cette seconde même où vous regardez l'écran. On nous dit que le 19e siècle est l'époque de la vapeur, du charbon, des ramoneurs noircis de suie et des charrettes à cheval claquant sur les pavés. On nous dépeint le tableau d'un monde primitif, où le summum du progrès était une locomotive à vapeur maladroite, rampant à 30 km/h. Mais il suffit de creuser plus profond, au sens littéral du terme, pour que la version officielle se mette à craquer de toutes parts, comme un tissu pourri. Vous êtes-vous déjà demandé ce qui se trouve sous l'épaisseur d'eau des grands fleuves qui séparent les capitales mondiales? Ce que cachent vraiment les eaux troubles de la Tamise et le courant froid de la Neva? Aujourd'hui, nous arracherons les masques à ceux qui se sont appropriés l'authorship de technologies impossibles et poserons les questions gênantes dont les académiciens préfèrent se cacher dans leurs bureaux. Il ne sera pas question d'Atlante mythique, mais de faits secs, de calculs d'ingénierie et de documents de construction qui contredisent la physique de cette époque. Nous parlons de tunnels étanches au fond des fleuves, construits, comme on nous l'assure, par des hommes armés de pelles et de pioches à la lumière des lampes à huile. Allons à Londres. La date officielle du début de la construction du tunnel sous la Tamise est 1825. Réfléchissez à ce chiffre. En Russie, l'insurrection des décembristes vient juste d'avoir lieu. Les gens écrivent avec des plumes d'oie et la médecine soigne par les saignées. Et au même moment, à Londres, sous la pression gigantesque de millions de tonnes d'eau, commence le creusement du premier tunnel sous-marin au monde. On nous dit que c'est Marc Brunel qui l'a fait. Il aurait observé un ver de navire qui ronge le bois en laissant derrière lui une trace calcaire et, inspiré par cela, aurait inventé le bouclier de creusement. Ça sonne comme un beau conte pour enfants, n'est-ce pas? Mais regardons la documentation technique de ce prétendu bouclier. Ce n'est pas simplement un cadre en bois. C'est un complexe mécanique des plus sophistiqués, pesant plus de 120 tonnes, composé de 12 cadres en fonte, chacun doté de ses propres vérins à vis et mécanismes de propulsion. Comprenez-vous de quoi il s'agit? En 1825, quand, selon l'histoire officielle, la métallurgie était au niveau des fonderies artisanales, quelqu'un crée un agrégat mécanisé hautement précis, nécessitant un ajustement parfait des pièces. Où sont les usines capables de couler et d'usiner de tels nœuds gigantesques? Où sont les plans des machines sur lesquelles ces vis étaient usinées? Ils n'existent pas. Les historiens se taisent, nous montrant seulement des gravures où des gentlemen en haut de forme se tiennent avec un air savant à côté d'un trou. Allons plus loin. La version officielle affirme que le tunnel a été construit manuellement. Les mineurs, se trouvant dans les cellules du bouclier, extrayaient le sol et derrière eux, les maçons posaient la maçonnerie en briques. Maintenant, activez votre pensée critique. Nous sommes sous le lit d'une rivière à fort débit. La pression de l'eau à 20 mètres de profondeur est colossale. Le sol n'est pas de la roche, c'est une argile molle, imprégnée d'eau et du sable mouvant. Toute erreur, toute fissure dans le joint. Et l'eau, sous une pression de plusieurs atmosphères, s'engouffrera dans le tunnel, transformant les hommes en chair à pâté et inondant tout en quelques secondes. Comment ont-ils assuré l'étanchéité? Avec quoi liaient-ils les briques? Le mortier calcaire ordinaire est emporté instantanément dans de telles conditions. Le ciment Portland, qui pourrait théoriquement convenir, venait juste d'être breveté et produit en quantité minime. On nous dit qu'ils ont utilisé une composition spéciale à prise rapide. Mais la formule de cette composition soulève plus de questions que de réponses. C'est une technologie qui, par ses caractéristiques, surpasse les mélanges modernes. D'où venait leur connaissance en chimie des polymères ou en liants hydrauliques complexes au début du XIXe siècle? Ou peut-être n'ont-ils rien construit, mais seulement déblayé et restauré ce qui restait d'une civilisation précédente, plus avancée? Regardez l'échelle. La largeur du tunnel est de 11 mètres, la hauteur de 6 mètres. C'est un tube géant. À quoi servait-il? Officiellement, pour le trafic des transports hippomobiles. Mais voici le paradoxe.
Après son ouverture en 1843, le tunnel est devenu piéton. Il n'avait pas de rampe pour l'entrée des charrettes. C'est-à-dire qu'ils ont dépensé 18 ans, des ressources colossales, des vies humaines, pour construire l'attraction la plus chère au monde pour des promenades? C'est un non-sens économique. Aucun investisseur, aucune couronne n'aurait alloué un budget à une telle absurdité. C'est comme construire un cosmodrome pour lancer des avions en papier depuis sa piste. La logique suggère autre chose. Le tunnel faisait partie d'un système de transport déjà existant qu'ils ont déterré, restauré, mais n'ont pas pu utiliser à sa vocation initiale parce que les technologies de contrôle et les installations énergétiques étaient perdues. Ils ne savaient simplement pas comment démarrer ces mécanismes pour lesquels ce tunnel était destiné, et l'ont transformé en curiosité de foire. Et maintenant, transportons-nous à Saint-Pétersbourg, la ville qu'on appelle la Palmyre du Nord, le reflet miroir des capitales européennes. Si à Londres, au début du XIXe siècle, on exploitait déjà pleinement des installations souterraines, est-ce possible que dans la capitale de l'Empire russe, où les quais en granit impressionnent l'imagination par leur traitement, il n'y avait rien de tel? Officiellement, la première ligne de métro à Saint-Pétersbourg n'a commencé à être construite qu'au milieu du XXe siècle. Mais les archives conservent d'étranges documents. Des projets de métropolitains étaient proposés dès 1820 par le Méchanine Torgovani et plus tard par les ingénieurs Titov et Balinsky. Ces projets étaient rejetés avec la formulation « pour préserver le calme de la ville ». Mais regardez les schémas de ces premiers projets. Ils coïncident de manière étonnamment précise avec les lignes modernes et, ce qui est le plus intéressant, avec les failles géologiques où le creusement est le plus sûr. D'où les ingénieurs du XIXe siècle tenaient-ils de telles cartes géologiques précises des profondeurs? Comment savaient-ils exactement où percer si, selon la version officielle, le forage profond n'existait pas à l'époque? La réponse s'impose d'elle-même. Ils disposaient de cartes d'anciennes communications. Ils savaient où passaient les anciens tunnels et se contentaient simplement de proposer de les déterrer et de les aménager. Faites attention au mot même, métropolitain. En français, métropolitain signifie capitale. Mais il existe une autre interprétation des racines. Mater, mère, polis, ville. La ville-mère. La ville qui se trouve sous la ville. L'infrastructure souterraine qui assurait la vie de la mégapole bien avant l'apparition des premiers tramways hippomobiles en surface. À Saint-Pétersbourg existent des légendes sur des passages sous la Neva reliant l'île Vassilievski à l'amirauté. On nous dit que ce sont des fables. Mais pourquoi alors, lors des réparations des quais, les ouvriers tombent-ils périodiquement sur d'étranges voûtes en briques s'enfonçant dans les profondeurs, qu'on bétonne et remplit immédiatement de gravats sans laisser les archéologues même jeter un œil? Pourquoi, dans les caves des vieux bâtiments de l'île Vassilievski, y a-t-il des portes murées menant en dessous du niveau de l'eau? Si l'on en croit la science officielle, il devrait y avoir de l'eau là-bas. Mais c'est sec. Qui et quand a construit ces capsules étanches? La technologie du bouclier de creusement de Brunel n'est pas une invention. C'est un culte du cargo. Une tentative de reproduire un dispositif antique vu, mais incompris jusqu'au bout. Imaginez que vous avez trouvé une excavatrice cassée et que vous essayez d'en faire une copie en bois et en fonte pour creuser un trou. Brunel a passé presque 20 ans sur ce que fait un complexe de creusement moderne en un mois. Mais même ce délai de 20 ans semble fantastiquement rapide pour un travail manuel dans des conditions d'inondation constantes. Les documents font état de plusieurs grosses percées d'eau. Le tunnel était complètement inondé. Et chaque fois, on pompait l'eau et les travaux reprenaient. Avec quoi pompaient-ils? Des pompes manuelles? D'un volume de dizaines de milliers de mètres cubes? C'est mathématiquement impossible. Pour assécher un tel volume, dans les délais indiqués dans les rapports, il aurait fallu des pompes de puissance industrielle.
fonctionnant à l'électricité ou au diesel. Les pompes à vapeur de l'époque étaient encombrantes, nécessitaient l'approvisionnement en charbon et l'évacuation de la fumée. Placer une telle machine dans un étroit front de taille semi-inondé serait un suicide d'ingénierie. Le monoxyde de carbone tuerait les ouvriers plus vite que l'eau. Donc, ils utilisaient autre chose. Ou bien le tunnel n'était pas inondé parce qu'il était étanche dès l'origine. Et les histoires de percées d'eau ont été inventées pour justifier les retards et l'écrémage de sommes colossales d'argent. Nous sommes au seuil d'une découverte grandiose. Les technologies du 19e siècle, telles qu'on nous les présente, n'auraient physiquement pas pu permettre la réalisation de tels projets. Quelqu'un a très soigneusement nettoyé l'histoire, ne nous laissant que de belles façades et des explications absurdes sur des génies autodidactes. Mais la pierre et le métal se souviennent de tout. Mettons les émotions de côté et prenons en main l'outil le plus redoutable pour l'histoire officielle, la calculatrice. Quand on nous raconte la construction héroïque du tunnel sous la Tamise, les historiens aiment nous mitrailler de dates et de noms, mais évitent pudiquement la logistique. Et pourtant, c'est précisément la logistique qui est le récif sur lequel s'échouent les plus beaux navires des versions officielles. Examinons une simple arithmétique que n'importe quel écolier peut vérifier, mais que les professeurs aux diplômes doctoraux ignorent inexplicablement. La longueur du tunnel de Brunel est de presque 400 mètres. La largeur et la hauteur, comme nous nous en souvenons, 11 et 6 mètres. Cela nous donne un volume d'excavation de l'ordre de 26 000 mètres cubes. Mais tout entrepreneur vous dira que le sol décompacté augmente de volume d'au moins 30%. C'est le coefficient de gonflement. Donc, nous obtenons environ 35 000 mètres cubes d'argile humide, lourde et de boue. Au XIXe siècle, le standard des transports de fret était la charrette à cheval. La capacité moyenne d'une telle charrette à l'époque, dans les conditions de boue londonienne, n'était pas de plus de 500 kg, soit environ 0,3 mètres cubes d'argile humide. Faisons le calcul. Pour évacuer ce sol, il aurait fallu plus de 100 000 voyages de transport hippomobile. Vous imaginez 100 000 charrettes circulant au centre de Londres dans les années 1820 ? Les rues de l'époque étaient des ruelles étroites et sinueuses. Un tel trafic aurait paralysé la ville pendant des années. Où sont les rapports de police sur l'effondrement des transports? Où sont les plaintes des habitants sur les interminables files de charrettes boueuses? Où, en fin de compte, sont les sites de décharge de ce sol? 35 000 mètres cubes, ce n'est pas une poignée de sable qu'on peut disperser dans les jardins. C'est une colline artificielle haute comme un immeuble de 5 étages. Montrez-nous cette colline sur les cartes de Londres du 19e siècle. Elle n'existe pas. Le sol a disparu, s'est évaporé. Et si on ne l'avait pas extrait en de tels volumes? Et si le tunnel était là depuis toujours, et qu'on l'avait simplement nettoyé des dépôts vaseux, dont le volume est des fois moindre? Maintenant, regardons de l'autre côté, les matériaux. Le tunnel est revêtu de briques, des millions de briques. Les sources officielles se contredisent, mais selon les estimations les plus modestes, environ 7 millions d'unités de briques cuites de haute qualité ont été utilisées pour le revêtement. Au début du 19e siècle, la production de briques était saisonnière et principalement manuelle. Usine, c'est un grand mot pour un abri avec un four. Où se trouvaient les capacités capables de produire, cuire et livrer une telle quantité dans des délais serrés? Mais même si nous croyons aux usines miracles, la question de la livraison se pose. Faire descendre 7 millions de briques dans un puits vertical étroit de 15 mètres de diamètre sans les casser, puis les transporter à travers un front de taille étroit, sombre et humide jusqu'au lieu de pause, c'est un enfer logistique. Rappelez-vous que les travaux se déroulaient sous le lit de la rivière, à l'intérieur du bouclier, dans un espace clos. Et maintenant, posez la question principale. De quoi respirait-il?
En 1820, la ventilation électrique n'existait pas. Des ventilateurs à vapeur? Mais où évacuer les gaz d'échappement de la machine à vapeur si vous êtes dans un cul-de-sac sous l'eau? La traction naturelle dans un tunnel horizontal, sans second puits de sortie, ne fonctionne pas. Et pourtant, il y avait des centaines de lampes à huile et de becs à gaz allumés. Le feu consomme l'oxygène à une vitesse monstrueuse, en dégageant du dioxyde de carbone et de la suie. Des centaines d'ouvriers, un travail physique lourd, une humidité élevée, la consommation d'oxygène par les lampes. Dans de telles conditions, la concentration de dioxyde de carbone atteindrait au niveau mortel en 2 heures. Les gens devraient tomber raides morts comme des mouches. Mais on nous dit que les travaux se déroulaient par équipe de 8 à 10 heures. C'est physiologiquement impossible sans un puissant système de ventilation forcée à double flux d'alimentation et d'évacuation. D'où Brunel la tenait-il? Il n'en est fait aucune mention dans les plans. Soit il disposait de technologies d'éclairage sans combustible, cette fameuse électricité atmosphérique dont murmurent les alternatifs, soit le système de ventilation était intégré dans les murs même du tunnel par les anciens constructeurs, et Brunel s'y est simplement raccordé. Allons plus loin. L'hydroisolation. La Tamise à cette époque n'était pas simplement une rivière, c'était l'égout de Londres. La grande puanteur, un terme historique. L'eau était saturée d'ammoniac, de sulfure d'hydrogène et de bactéries de toutes les maladies connues. Toute fuite, chaque goutte de cette eau touchant la peau d'un ouvrier à travers une micro-fissure dans la maçonnerie menaçait de septicémie ou de choléra. Travailler jusqu'aux genoux dans une telle eau, comme le montrent les tableaux héroïques, serait une mort certaine pour toute l'équipe en 1 semaine. Mais aucune mortalité massive parmi les constructeurs n'a été enregistrée. Donc, le contact avec l'eau était exclu. Comment? La maçonnerie en briques sur mortier calcaire est perméable à l'eau comme une éponge. Pour la rendre étanche, il faut une puissante hydroisolation externe. Mais réaliser une isolation externe depuis l'intérieur du tunnel est impossible. Vous ne pouvez pas enduire de bitume du côté de la rivière en étant sous terre. La seule option. Le tunnel était à l'origine un tube étanche moulé en béton géopolymère ou en un alliage inconnu de nous, et la brique n'était qu'un revêtement décoratif cachant la véritable structure de l'ouvrage ancien. Transportons-nous à nouveau sur les rives de la Neva. Si, à Londres, nous voyons le paradoxe de la brique, à Saint-Pétersbourg, nous attend la anomalie granitique. Les quais de la Neva plongent profondément sous l'eau. On nous dit qu'on les a construits en enfonçant des pieux en bois dans le fond, en créant des parois en pales planches, caissons, en pompant l'eau et en posant le granit. Ça semble logique, tant que vous ne voyez pas la vitesse du courant de la Neva et la nature du sol. C'est une rivière puissante, avec un chenal profond. Construire un caisson étanche en bois à 5-6 mètres de profondeur avec un tel courant, pour que le fond reste sec pour poser la fondation, est une tâche extrêmement difficile, même pour les constructeurs modernes, avec leurs pales planches Larsen en acier et leurs puissantes pompes. Les pieux en bois seraient simplement emportés par l'eau, où l'eau s'infiltrerait par le bas, à travers le sol plus vite que les paysans en bast shoes ne pourraient la puiser à l'assaut. Regardez attentivement les anciennes lithographies et photographies du début de la construction des ponts ou des quais. Voyez-vous souvent là des centaines de pompes? Voyez-vous des machines à vapeur géantes pompant l'eau? Non. Nous voyons des parois granitiques déjà prêtes, émergeant de l'eau. Il se forme l'impression que le niveau de l'eau dans la Neva avait été artificiellement abaissé, ou que la rivière coulait dans un autre lit, quand on posait ces blocs mégalithiques. Ou bien, ce qui est encore plus effrayant pour la science officielle, ces quais sont le sommet de l'iceberg d'immenses installations souterraines s'enfonçant sur des dizaines de mètres vers le bas,
où se trouvent ces mêmes tunnels reliant les parties de la ville sous le fond de la rivière. La documentation technique de ces années foisonne d'incohérences. Les devis indiquent des volumes de granit impossibles à extraire dans les carrières de l'époque sans scie circulaire diamantée et machines-outils à commande numérique. L'ajustement parfait des blocs, la maçonnerie polygonale dans les fondations, l'absence de mortier de ciment dans les joints, la fameuse maçonnerie sèche, tenue par le poids monstrueux et la géométrie parfaite, tout cela crie que nous avons affaire à des technologies de traitement mécanique de la pierre. Au XIXe siècle, on nous montre le ciseau et le marteau. Essayez de faire une arête parfaitement plane sur le granit le plus dur avec un ciseau sur une longueur de 3 mètres. Il vous faudra 1 an pour un seul bloc. Et il y en a des milliers de kilomètres. L'histoire officielle essaie de nous convaincre que les ancêtres étaient incroyablement travailleurs et prêts à mourir par milliers pour une belle promenade au bord de l'eau. Mais l'économie dit le contraire. Personne ne construit pour des siècles avec une telle marge de sécurité sans une nécessité extrême. Ces tunnels et ces quais ont été construits comme partie d'un réseau unique global de transport énergie dont nous avons perdu la fonctionnalité. Nous utilisons les restes du luxe d'une civilisation que nous ne pouvons même pas nommer. Et le plus intéressant, les traces de ce réseau mènent non seulement sous l'eau, mais aussi dans les archives, qui, pour une raison quelconque, brûlent avec une régularité remarquable, précisément quand quelqu'un commence à poser les bonnes questions. Et si le bouclier de Brunel avait été trouvé sous terre? Et si c'était une machine de creusement de l'Antiquité, coincée dans la roche lors d'une catastrophe, et que l'ingénieur entreprenant l'ait simplement déterré de l'arrière, en l'appelant son invention? Cela explique pourquoi la création d'une copie ou d'un second bouclier pareil a pris des décennies. Ils ne pouvaient tout simplement pas reproduire la technologie de moulage et d'usinage des pièces. Ils utilisaient ce qu'ils avaient trouvé. Cela explique la construction étrange, la solidité excessive et les nœuds incompréhensibles du mécanisme, dont le rôle échappe aux ingénieurs modernes. Nous regardons les technologies des dieux avec les yeux de sauvages qui ont trouvé un smartphone et l'utilisent comme planche à découper. Mais il y a encore un fait qui vous fera courir un frisson le long du dos. Ce sont les cartes démographiques des villes de cette époque. Elles ne correspondent pas au volume de construction. Qui construisait ces géants si la population de Londres et de Saint-Pétersbourg au début du XIXe siècle était des fois moindre que nécessaire pour assurer une telle main-d'œuvre? D'où venaient ces armées de maçons qualifiés, de mineurs, d'ingénieurs? Ils n'apparaissent pas dans les recensements. Regardons la vérité en face. La démographie officielle du XIXe siècle n'est pas une science, mais une tentative de faire concorder le débit avec le crédit dans un livre comptable dont on a arraché la moitié des pages. On nous raconte une révolution industrielle effrénée, une croissance explosive des villes et des chantiers géants. Mais si nous superposons la carte de ces chantiers au graphique de la population, nous obtenons une équation qui n'a pas de solution. Prenons le même Londres du début du XIXe siècle. Officiellement, il y vivait un peu plus d'1 million de personnes. Ça semble impressionnant? Ne vous pressez pas. Soustrayez les femmes, les enfants, les vieillards, l'aristocratie, les commerçants, les domestiques et les militaires. Il reste une poignée d'hommes en âge de travailler, qui devaient non seulement construire les tunnels sous la Tamise, mais aussi assurer à la ville la nourriture, les vêtements, le charbon, travailler dans les ports et les manufactures. Le niveau de mortalité était monstrueux. L'espérance de vie moyenne d'un ouvrier ne dépassait pas 35 ans. Les épidémies de choléra et de typhus rasaient des quartiers entiers. Par qui remplaçait-on les disparus? On nous parle d'un afflux de paysans. Mais un paysan ne peut pas se placer derrière un tour complexe ou gérer une chambre de caisson. Pour cela, il faut des années d'apprentissage. Où est le réseau d'écoles professionnelles? Où sont les baraquements pour cette gigantesque armée de constructeurs qui, selon nos calculs de la partie précédente, devaient se compter par dizaines de milliers de personnes
rien que sur un seul chantier. À Saint-Pétersbourg, la situation est encore plus absurde. La population de la capitale dans le premier quart du XIXe siècle, environ 300-400 000 personnes, et pourtant le pays mène des guerres continues, exigeant des levées de recrues. Qui construisait? Des serfs en laptis? Croyez-vous sérieusement qu'un paysan illettré, arraché hier à sa charrue, soit capable d'effectuer des travaux d'ingénierie de haute précision pour creuser le sol sous le lit de la rivière ou poser des blocs de granit pesant des dizaines de tonnes avec une précision de joaillier? C'est du racisme technologique, considérer nos ancêtres comme des idiots, mais en même temps leur attribuer des capacités physiques surhumaines. Aucune force brute et aucun fouet ne peuvent forcer à faire ce qui requiert un enseignement supérieur d'ingénieurs et des technologies de machines. Regardez les tableaux des artistes ruinistes et vedutistes de cette époque. Des immenses places, des bâtiments majestueux d'architecture antique, de larges avenues et une absolue vacuité. De rares figurines d'humains en haillons qui ressemblent à des fourmis sur fond de palais de géants. Ils ne construisent pas ces bâtiments. Ils errent parmi eux, font paître des chèvres sur les ruines, ajoutent des cabanons en bois aux colonnades majestueuses. Ce ne sont pas les constructeurs d'un grand empire, ce sont des survivants. Ce sont des squatteurs qui ont pavesti une ville vide, abandonnée, laissée par une civilisation précédente, plus avancée. Nous vivons dans des maisons que nous n'avons pas construites. Nous marchons dans des rues que nous n'avons pas tracées. Et les tunnels sous les rivières, c'est une partie de la même propriété héréditaire que nous avons simplement usurpée. Voici pour vous une hypothèse choquante qui explique toutes les incohérences techniques. Le tunnel sous la Tamise et les présumés passages sous la Neva n'ont pas été construits au XIXe siècle. On les a déterrés. Le bouclier de creusement de Brunel, ce n'est pas une machine pour percer la Vierge. C'est une machine pour dégager les éboulis. Imaginez un corridor de transport étanche de l'Antiquité qui, à la suite d'une catastrophe globale, appelons-la conventionnellement déluge ou pluie d'argile, s'est retrouvé bouché par un flux de boue torrentiel. Le tunnel existait déjà. Il avait des murs, une voûte, une hydroisolation. Il faisait partie d'un réseau unique. Tout ce que faisait Brunel, c'était enlever l'argile compactée d'un tube déjà prêt. C'est précisément pourquoi il n'avait pas besoin de s'occuper d'une hydroisolation externe. Elle était déjà là. C'est précisément pourquoi la maçonnerie en briques paraît si fraîche. Ce n'était qu'une cosmétique intérieure, une réparation des sections endommagées. Cette théorie s'ajuste parfaitement aux faits sur la couche culturelle. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi les premiers étages des vieux bâtiments dans les centres historiques des villes s'enfoncent sous terre? On nous dit « c'est comme ça qu'on construisait pour conserver la chaleur » ou « la couche culturelle s'est accumulée ». Quelle couche culturelle? La boue des semelles? Pour accumuler 2 mètres de sol avec de la boue des bottes, il faut des millénaires, pas un couple de siècles. Et pourquoi ces caves ont-elles des fenêtres et des portes complètes menant dans le sol? Ce ne sont pas des caves. Ce sont les premiers étages d'un monde antédiluvien qui a été enseveli à la suite d'une catastrophe à l'échelle planétaire, survenue probablement à la fin du XVIIIe ou au tout début du XIXe siècle. Les tunnels sous les rivières, ce sont les artères de transport de cet ancien niveau. Quand le niveau du sol s'est élevé de plusieurs mètres, les entrées de ces tunnels se sont retrouvées profondément sous terre, et les tunnels eux-mêmes remplis de boue liquide. Au milieu du XIXe siècle commence la soi-disant révolution industrielle. Mais regardez-la sous un autre angle. Ce n'est pas l'invention du nouveau, c'est la déconservation de l'ancien. L'humanité s'est remise du choc de la catastrophe, la population a commencé à croître, ou on a commencé à la restaurer artificiellement, dont nous parlerons aussi. Et les autorités ont procédé à l'inventaire de l'héritage survivant. Ils ont trouvé des schémas, trouvé des accès, trouvé des mécanismes intacts.
Le bouclier de Brunel pouvait être simplement un module de réparation trouvé au début du tunnel. Ils ont appris à le faire fonctionner, mais ne comprenaient pas entièrement ses principes de fonctionnement. C'est pourquoi le processus a été si péniblement long. Ils évacuaient l'argile, trouvaient dessous des communications fantastiques et les présentaient comme leur propre réalisation. Rappelez-vous l'année sans été, 1816. Officiellement, l'éruption du volcan Tambora. Mais les anomalies climatiques ont duré des années. Le ciel était couvert d'un voile dense. Les récoltes périssaient. La faim était omniprésente. C'est la description classique d'un hiver nucléaire ou des conséquences de la chute d'un gros météorite. Ou peut-être les conséquences d'une guerre des dieux. D'une guerre avec l'emploi d'armes d'une telle puissance qu'elle a changé le paysage de la planète. Les rivières ont changé de lit. Là où il y avait auparavant de la terre ferme, l'eau s'est mise à couler. Peut-être les tunnels sous la Tamise et la Neva étaient-ils initialement des galeries couvertes en surface, qui se sont retrouvées au fond des nouvelles rivières après le changement de géographie. Cela explique leur forme et leur dimension, plus adaptées aux couloirs de palais qu'à des tubes de transport utilitaires. Nous regardons l'histoire comme une ligne fluide de progrès, de la pioche primitive à l'iPhone. Mais les faits crient que notre histoire est une cardiogramme avec arrêt cardiaque. Il y a eu un pic, une haute civilisation maîtrisant l'énergie de l'éther, construisant des mégalithes et des villes souterraines. Et puis, le gouffre, le silence, les ténèbres, et une renaissance lente, douloureuse sur les ruines, parmi des montagnes de mécanismes incompréhensibles et de palais ensevelis sous l'argile. Nous sommes une civilisation de l'amnésie. On nous a effacé la mémoire, réécrit les livres et forcé à croire que nous descendons des singes, alors que nous sommes les descendants de Dieu ayant oublié leur langue. Mais le plus effrayant n'est même pas cela. Le plus effrayant, c'est la question « Pourquoi ?» Pourquoi cacher la vérité sur la catastrophe? À qui profite de nous présenter comme de misérables vers sortis récemment de la boue? La réponse se trouve dans la structure même du pouvoir et ces technologies qu'on nous cache. Si les gens apprennent que l'énergie gratuite, l'antigravité et les matériaux éternels existaient il y a très peu de temps, ils cesseront d'être des consommateurs dociles de pétrole et de gaz. Ils poseront la question « Où est tout cela maintenant ?» Et qui s'est arrogé le droit de disposer de l'héritage des ancêtres? Dans les années 1840, en Angleterre, existait la soi-disant voie ferrée atmosphérique. Les trains se déplaçaient sans locomotive, sans fumée ni vapeur. Ils étaient poussés par la force du vide dans un tube spécial posé entre les rails. Officiellement, la technologie n'a fonctionné que quelques années et a été fermée à cause de ce que, attention, les rats ont mangé les clapets en cuir. Vous entendez cette absurdité? Une technologie en avance sur son temps, capable d'accélérer les convois à des vitesses incroyables, fermée à cause de rongeurs? C'est un mensonge pour détourner l'attention. La vérité est que la traction atmosphérique n'était qu'une tentative d'utiliser les restes d'un ancien réseau pneumatique global. Ces mêmes tunnels sous les rivières étaient les artères principales de ce réseau. Des capsules avec des cargaisons ou des personnes se déplaçaient en eux à grande vitesse grâce à des différences de pression ou à la lévitation électromagnétique. Brunel et ses collègues ont simplement trouvé un morceau de ce tube, mais n'ont pas pu restaurer les pompes à vide de l'Antiquité. Ils ont essayé d'adapter le système à des technologies à vapeur primitives, mais ont échoué et ont simplement laissé passer des piétons dedans. Et maintenant le plus effrayant. Regardez la finition des stations de métro, qui sont souvent situées à l'emplacement de ces anciens nœuds. Granit, marbre, quartz. Ce sont des piézoélectriques, des matériaux capables de convertir la tension mécanique en électricité et vice-versa.
De gigantesques lustres, des ornements métalliques, des voûtes en dôme. Ce n'est pas de la décoration, ce sont des éléments d'un dispositif technique. Nous descendons dans le métro comme dans un temple. Nous admirons la beauté, mais nous ne comprenons pas que nous sommes à l'intérieur d'un gigantesque circuit intégré. Les gratte-ciels staliniens à Moscou, le bâtiment du Parlement à Londres, la cathédrale Saint-Isaac, ce sont des terminaux en surface qui reçoivent et distribuent l'énergie. Et les tunnels sous les rivières, ce sont les câbles de puissance de ce système, posés dans le milieu le plus sûr, sous l'eau, où un refroidissement naturel est assuré. On nous a débranché ce système. Ceux qui sont arrivés au pouvoir après la catastrophe du 19e siècle, les soi-disant élites, ont démonté les nœuds clés. Ils ont retiré des dômes les résonateurs que nous considérons maintenant simplement comme des croix ou des flèches. Ils ont vidé les tunnels, enlevant les éléments conducteurs, ne laissant que des murs nus. Ils nous ont forcés à brûler du charbon et du pétrole pour nous vendre de l'énergie qui était auparavant gratuite et omniprésente. La grande réinitialisation, ce n'est pas un plan pour l'avenir, c'est un crime du passé. On nous a transformés en consommateurs dépendants du compteur, alors que nous vivons sur les ruines d'une civilisation qui puisait l'électricité directement de l'éther. Mais il y a une autre face, encore plus sombre. L'étanchéité. Le circuit fermé, la ventilation autonome, ce sont les signes d'un abri. Au XIXe siècle, quand le monde était secoué par des cataclysmes, quand les villes étaient ensevelies sous l'argile et que le climat devenait fou, ces tunnels sont devenus le salut des élus. Pendant qu'en surface, des millions de personnes mouraient de froid, de faim et d'une arme inconnue, sous terre bouillonnait la vie. Là, il y avait de la lumière, de la chaleur, de l'eau. Les villes souterraines sous Londres, Paris, Moscou, ce n'est pas un mythe des digueurs, c'est la réalité, cachée derrière des cloisons factices dans le métro. Avez-vous déjà vu des portes étranges, sourdes, sur les quais? Des puits de ventilation d'où ne souffle jamais l'air? Des ramifications de tunnels qui s'enfoncent dans l'obscurité et qui n'apparaissent pas sur les plans? Là, ce sont les entrées dans ce monde qui a survécu à l'apocalypse. Nous sommes les descendants de ceux qu'on n'a pas laissés entrer dans les abris. Ou de ceux qu'on a relâchés plus tard, comme de la domesticité, quand la surface est redevenue habitable. On nous a effacé la mémoire pour que nous ne posions pas de questions. Pourquoi viviez-vous au chaud pendant que nos ancêtres mouraient dans la boue? On nous a mis des pelles en main et dit « Creusez, c'est vous qui avez construit ». Et nous avons cru. Nous sommes fiers que nos arrière-grands-pères aient soi-disant déplacé des millions de tonnes de terre à la main, alors qu'en réalité, ils n'étaient que des esclaves, déblayant la maison des maîtres après l'incendie.